est 11 heures pile. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, je vais introduire le sujet et laisser la parole à nos intervenants. Je vais me présenter. Je suis Louis IMB, chef de projet géomatique zéro carbone à UrbanThink, qui est la structure organisatrice de ce webinaire. Mon rôle ce matin est de faciliter les échanges entre les différents intervenants et les participants qui sont en ligne. C'est un webinaire qui a lieu dans le cadre du cycle de webinaires organisé par UrbanThink Platform. Par exemple, dans ce cycle, il y a eu des webinaires qui portaient sur la facilité de l'insertion territoriale des projets d'énergie solaire et sur l'autoconsommation collective pour les territoires résilients. Vous pouvez retrouver ces webinaires sur notre site internet, notamment à la rubrique Actualité. Pour rappel, l'idée de ce webinaire est de permettre à un maximum de personnes de s'approprier la question qui touche à la production et à la consommation d'énergie solaire. Avant de commencer, on propose ce webinaire sur la question du rôle des PMO dans les projets d'autoconsommation collective. Il faut dire que contrairement à l'autoconsommation individuelle, que tout le monde connaît et qui est le plus répandu, l'autoconsommation collective est un modèle de production et de consommation d'énergie qui suscite désormais un engouement. C'est notamment le cas pour des entreprises de type gestionnaire de parcs immobiliers, collectivités telles que les communes, les EPCI et désormais les particuliers. Aussi, avec la nouvelle loi qui a été votée à l'Assemblée nationale le 9 décembre, notamment sur l'obligation d'installer les panneaux solaires dans les parkings extérieurs de plus de 1500 mètres carrés, nous pensons que le modèle d'autoconsommation collective va de plus en plus se développer. C'est un modèle de production et de consommation électrique qui a pour objectif de favoriser la décentralisation des lieux de production et de rapprocher les lieux de consommation d'énergie. Dans cette configuration, on est en présence d'un jeu d'équilibre entre production et consommation à petite échelle, donc d'une résilience des territoires du point de vue électrique. Cependant, c'est encore un montage qui est complexe à mettre en œuvre, d'où ce webinaire qui, je l'espère, permettra d'éclairer des zones d'ombre sur ce type de montage. Alors, UrbanThink Platform, en tant que structure militante à la transition énergétique et à la décarbonation des territoires par ses applications, s'intéresse à ce genre de montage, notamment dans ses études de faisabilité des projets photovoltaïques. C'est pourquoi elle a souhaité vous proposer ce webinaire. Pour répondre à cette question, à quoi sert la PMO dans un projet d'autoconsommation collective, nous avons sollicité l'intervention de Gwenaëlle Carfontaine, côté UrbanThink, Claire Perron et Julien Jacquet, côté Enedis, et Pierre-Olivier Dureau, côté EIC, Société d'avocats, qui vont naturellement se présenter en détail tour à tour lors de leur intervention. Alors, je vais passer la main à Gwenaëlle Carfontaine qui va nous présenter. Ok, c'est bon. Voilà, merci. Donc, du coup, je vous propose de refaire une petite introduction rapide de comment on arrive à concevoir une PMO, comment on arrive à la visualiser finalement en termes de territoire. Et ainsi, Altenergy vous permet en fait d'avoir accès à cette visualisation rapide pour vous faire une idée et vous permettre en fait d'aller jusqu'à un go-no-go. Donc, nous sommes avant tout effectivement une aide à cette transition écologique et énergétique à travers UrbanThink Platform. Donc, Altenergy est vraiment un support pour simuler en fait vos projets en autoconsommation et ainsi activer la PMO si vous le souhaitez. Alors, c'est vrai, comme l'a expliqué Louis tout à l'heure, qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Donc, on est là aussi pour vous aider. C'est ainsi que, effectivement, nous allons essayer de vous simplifier la vie au maximum.
Donc, le fonctionnement d'Aténergie passe au départ par l'affichage d'un cadastre solaire. Hein. Ça fonctionne aussi bien pour des bâtiments que sur des projets d'ombrières. Et ensuite, le bâtiment est situé sur le cadastre solaire. Ensuite, deuxième étape, c'est la connexion avec la consommation d'énergie. Alors, évidemment, si c'est une ombrière qu'on dessine alors qu'on n'a pas encore d'existence, eh bien, c'est possible. Mais si vous avez des bâtiments, évidemment, on peut les resituer également. Donc, l'intérêt étant de positionner la nature du projet et de voir quels sont les bâtiments tour à tour, puisqu'en fait, chaque bâtiment a sa carte d'identité énergétique, on peut appeler ça comme ça. Donc, on se connecte à ce qu'on appelle les compteurs communicants, donc assimilés au compteur Linky pour ce qui concerne Enedis, par exemple. Et donc, on peut simuler le niveau énergétique produit par le bâtiment. Alors, quand on dit simuler, c'est en fait découvrir quel profil le bâtiment a. Est-ce que c'est un profil consommateur ou est-ce que c'est un profil producteur? En effet, si sa capacité, son potentiel solaire est supérieur à sa consommation, il devient producteur. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que son niveau de consommation est inférieur à sa capacité de production, il devient consommateur. L'enjeu étant d'identifier et de visualiser chaque profil pour ainsi voir quel niveau de mutualisation énergétique on peut faire à l'échelle de plusieurs bâtiments. Puisque nous savons, par la réglementation, que nous pouvons travailler dans un périmètre, mais je sais qu'Enedis reprendra ce point-là tout à l'heure. Donc, c'est 2 km en site urbain et 20 km, on va dire, en zone plus rurale. Donc, l'enjeu étant effectivement d'afficher cette capacité à faire de l'autoconsommation collective. Alors, on va passer au slide suivant pour permettre de comprendre en fait que nous pouvons simuler des ombrières, nous pouvons simuler des trackers aussi, hein, ça peut arriver qu'on nous pose cette question, et nous pouvons aussi simuler n'importe quel bâtiment. Évidemment, à l'échelle d'un bâtiment, on est sur le cas où on affecte en fait une certaine décote, si je puis dire, entre la surface utile et la surface disponible. J'entends à ce que vous compreniez bien qu'effectivement, les bâtiments qui ont des édicules en partie supérieure, évidemment, peuvent avoir une surface disponible, mais à chaque fois, on calcule la surface utile, donc on déduit en fait ce pourcentage dans les édicules. Donc, nous avons la capacité de faire cette soustraction, en fait. Donc, lorsque nous sommes dans un cas de figure, par exemple, où on a détecté un bâtiment producteur, eh bien, la question qu'on va se poser automatiquement, c'est est-ce que le bâtiment peut soutenir clairement la charge, en fait, amenée par les panneaux photovoltaïques. Donc, nous avons la possibilité aujourd'hui, nous travaillons avec une équipe spécialisée dans ce domaine, de faire des passages de drone et du scan intérieur à travers du lidar, parce que du coup, on n'a pas besoin évidemment d'ouvrir le toit hein, pour savoir quels sont les IPN, enfin, quelle est la structure finalement du bâti. Et en fait, on reconstitue la descente de charge a posteriori. Donc, à chaque fois que vous pouvez faire un deuxième niveau de go-no-go, c'est-à-dire un premier niveau, ok, j'ai un producteur. Deuxième niveau, est-ce que mon producteur a le potentiel de tenue au niveau structurel pour accueillir le poids des panneaux. Donc ça, c'est le deuxième go-no-go qui peut être déclenché également lorsque on travaille ensemble. Donc, l'intérêt, merci Christophe d'avoir remis le slide, l'application vous permet en fait de simuler n'importe quel regroupement de bâtiments, donc c'est ça aussi l'intérêt, pour en mettre 2, 3, 4, pour en mettre 10 si vous voulez. En fait, il n'y a pas de limite hein, puisque tout est géolocalisé et on peut jongler en fait en faisant faire des glissés-déplacés et retrouver la fiche d'identité énergétique de chaque bâtiment de cette façon. Donc, on poursuit avec le slide suivant. Et là, on voit apparaître, en fait, pour chaque scénario, on va dire,
tester. On va donc figer trois types de réponses. Une réponse écologique, on va savoir de combien ça décarbone. Donc là, dans le cas, j'ai c'est un complexe sportif, et donc j'ai 4 bâtiments, et les 4 bâtiments mutualisés font une décarbonation de 11 tonnes. Lorsqu'on va donc sur la question maintenant financière, on s'aperçoit que les 4 bâtiments se complètent, puisque nous avons une autoconsommation qui est satisfaite, et nous pouvons réinjecter dans le réseau 20%. Donc, nous avons une efficacité très importante sur le côté financier, puisque là, à cette échelle de projet, il y a un gain de 100 000 €, ce qui est quand même colossal à l'année. Et on a un ROI, un retour sur investissement annuel, donc qui est sur 5 ans. Donc, on voit bien que sur un investissement au départ de entre 500 et 600 000 €, eh bien, il y a une vraie efficacité financière. Donc, en fait, les questions qu'il faut se poser, c'est si on souhaite, faire de l'économie d'énergie, donc premier gain, et deuxièmement, finalement aussi, se générer ce qu'on appelle du budget de fonctionnement pour les EPCI. C'est quand même très important. On a tendance à dépenser dans le budget de fonctionnement, mais là, vous auriez une recette carrément, puisque vous allez, en fait, grâce à la PMO, vous mettre dans un mode financier de retour sur investissement en 5 ans. Donc, on poursuit. Le but, c'est de trouver en fait aussi les combinaisons évidemment les plus rentables. Donc là, on vous en a montré une qui est très rentable, mais voilà, peut-être qu'on peut encore trouver mieux, évidemment, avec des bâtiments encore plus producteurs. L'intérêt, de toute manière, c'est de créer de l'énergie disponible localement, que ce soit dans la ruralité ou dans les villes, et de pouvoir activer du coup cette mutualisation entre acteurs publics, c'est possible. C'est possible aussi de le faire qu'en acteurs privés, mais c'est aussi possible d'avoir la troisième solution, de faire du mix entre du privé et du public. Lorsque cette finalité est validée, eh bien, nous avons du coup la possibilité dans l'application, évidemment, de figer le scénario et de vous le restituer sous forme de PDF. Donc, c'est un projet qui se fixe par un rapport d'évaluation, comme on voit là à l'instant. Donc, la PMO intervient à ce moment-là. Ce qui me laisse la possibilité de passer la parole à Claire Perron et à Julien Jacquet, que je remercie beaucoup d'être présents. Je sais que votre actualité est super intense, et donc c'en est d'autant agréable de vous avoir parmi nous ce matin. Merci encore. Merci Gwenaëlle. Bonjour à tous. Donc Claire Perron, je suis directrice territoriale pour l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, et effectivement dans le cadre d'une autoconsommation collective, Enedis, qui est donc le gestionnaire de réseau de distribution sur 95% du territoire en France, est un acteur incontournable pour mettre en place une autoconsommation collective. Et donc, Julien va pouvoir vous expliquer concrètement comment ça se passe, cette mise en place. Julien, je te laisse te présenter. Merci Claire, je suis Julien Jacquet, je suis adjoint de Claire pour le Morbihan. Voilà, je suis aussi référent pour la Bretagne sur l'autoconsommation collective. Donc si certains ont contacté Enedis sur la boîte générique qu'on trouve généralement sur les sites Enedis pour la Bretagne, qui doit s'appeler BZH Autoconsommation Collect, quelque chose comme ça, c'est de temps en temps moi qui réponds avec mes collègues. Donc juste un petit rappel, le contenu de la présentation que je vais vous faire va permettre de rebalayer ce qu'est l'autoconsommation collective, quels sont les acteurs de l'autoconsommation collective et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un projet d'autoconsommation collective. Et on abordera, mais de façon très superficielle, le sujet de notre webinaire qui arrivera juste après et qui sera présenté à la suite, c'est la PMO. Mais je ne pourrais pas ne pas en parler, mais j'essaierai d'en décrire le moins possible, juste de la positionner dans les échanges. L'autoconsommation collective part de la mise en place, il y a déjà un certain temps, de l'autoconsommation individuelle, où
une personne sur son bâtiment installe des panneaux, principalement, et utilise l'énergie produite pour son propre compte, et si elle en a le souhait et s'il y a la possibilité d'un surplus, injecte le surplus sur le réseau. Donc ça, c'est la version individuelle de l'autoconsommation. Et il y a pas tout à fait 10 ans maintenant, mais entre 2015 et 2017, est apparue la notion d'autoconsommation collective, qui a été rendue possible réglementairement, où on arrive dans un système où un ou des producteurs raccordés au réseau public de distribution va partager l'énergie qu'ils injectent ou qu'ils injectent dans le réseau avec des consommateurs en proximité de cette production. L'autoconsommation individuelle, c'est quasiment aujourd'hui l'intégralité des raccordements de production que l'on connaît sur des bâtiments tertiaires ou sur des bâtiments en photovoltaïque. Le coût de l'énergie fait que l'énergie qu'on produit est moins chère que le marché en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe très fortement. Et l'autoconsommation collective, effectivement, se développe elle aussi aujourd'hui de façon importante, même si le nombre d'opérations au niveau national reste peu important si on compare à l'ensemble des producteurs. La croissance est, elle, assez fulgurante ces derniers temps, et les sollicitations aussi, on en reparlera après. Le principe, c'est que le ou les producteurs qui veulent partager l'énergie produite avec des consommateurs localement se réunissent dans ce qu'on appelle la personne morale, donc qui est le sujet du webinaire. Cette personne morale, c'est l'entité qui va rassembler tous ces participants de l'autoconsommation. Et la personne morale, c'est l'entité qui va discuter avec Enedis une fois que le projet est abouti. Plusieurs modèles dans l'autoconsommation collective. Des modèles qu'on appelle patrimoniaux, où en fait l'ensemble des producteurs et consommateurs sont une seule et même entité. Donc ce qu'on rencontre principalement aujourd'hui, c'est des collectivités qui produisent elles-mêmes sur un de leurs bâtiments ou sur un tracker, etc. et vont avec l'énergie produite, injectée sur le réseau, alimenter leur propre bâtiment de la commune. Donc on appelle ça un modèle qui est patrimonial. La personne morale et la commune, par exemple, et c'est aussi bien les consommateurs et les producteurs. Mais il y a plusieurs points de livraison dans un périmètre dont on parlera tout à l'heure. Il y a un modèle qui est spécifique aux bailleurs HLM, où le bailleur peut produire et mettre à disposition l'énergie produite de ses locataires et occupants. Des modèles citoyens, où des associations de citoyens, de consommateurs vont mettre en place une production et chercher des consommateurs non loin de là, parmi d'autres citoyens. Et le modèle lucratif, qui est un mélange un tout petit peu du modèle patrimonial, du modèle citoyen, et qui fait appel à n'importe quel consommateur, entreprise ou particulier. Alors Julien, peut-être avant de passer au prochain slide, vous avez une question. Donc on nous demande s'il est possible de chiffrer PMO entre public et administré. Aujourd'hui, alors chiffrer une PMO entre public et administré. Alors aujourd'hui, très clairement, ce sont plutôt les collectivités qui se sont saisies de ce dispositif de l'autoconsommation collective, mais c'est un constat de ce qui se passe aujourd'hui, mais tous les schémas sont possibles. On a des associations de citoyens qui sont PMO, on a des privés qui peuvent être PMO. La collectivité n'est pas tout le temps partie prenante, mais aujourd'hui, dans les premières remontées, en tout cas, c'est souvent la collectivité qui s'est saisie de ce sujet-là comme un élément pour intégrer aussi ses concitoyens et pas seulement sur un modèle patrimonial que j'évoquais tout à l'heure.
Pour détailler un tout petit peu le fonctionnement vis-à-vis du réseau et des différents points économiques, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas forcément le sujet de notre webinaire. Il faut bien comprendre que ce principe d'autoconsommation, qu'il soit individuel ou collectif, il faut que l'ensemble des participants, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, soient raccordés au réseau public de distribution. Ça, c'est quelque chose qui est impératif, parce qu'on va compter via les compteurs communicants, alors qu'ils soient Linky ou autres. Il y a différents types de compteurs communicants en fonction de son type de raccordement. Et il faut donc cette connexion au réseau public de distribution pour que l'on puisse compter les échanges d'énergie et les flux d'énergie, les consommations et les productions de chacun des participants. Et il sera du rôle d'Enedis sur information de la PMO, de la répartition de la production, de répartir cette production entre les participants. Alors, il y a quelques aspects économiques qui diffèrent par rapport à entre l'autoconsommation individuelle et collective. Dans l'autoconsommation individuelle, la part de l'énergie consommée à l'intérieur même du site n'est pas soumise à un certain nombre de taxes auxquelles sont soumis les échanges sur le réseau public de distribution. Mais ça, si chacun a commencé à se renseigner sur l'autoconsommation collective, c'est des choses qu'on voit assez rapidement sur ce point. Donc voilà, je ne vais pas détailler plus ce slide-là. Le producteur, il peut être lui-même en autoconsommation individuelle et il injecte son surplus, il la partage. Et le producteur peut être directement raccordé avec une injection directe et totale de sa production pour mettre à disposition des autres participants. Dans le cas où le producteur est autoconsommateur, comme on le voit sur ce schéma-là, le producteur peut lui-même être consommateur et participe dans l'opération d'autoconsommation collective, aussi bien en tant que producteur pour fournir l'énergie qu'il va injecter sur le réseau, son surplus, mais dans le cadre où il y a un deuxième producteur qui injecte sur le réseau, il peut aussi bénéficier de la production de l'autre producteur. Voilà, donc il ne faut pas se fermer cette porte-là. La localisation géographique, je l'évoquais un tout petit peu au début de mon intervention. Une autoconsommation collective, elle a une vocation locale et de partage local de l'énergie. Et donc, elle est raccrochée à une notion de périmètre. Donc, elle peut être circonscrite à un même bâtiment. Donc, l'exemple typique des bailleurs HLM. Et dans sa version la plus courante, elle s'effectue sur un périmètre alors étendu et dit standard, qui est un périmètre de 2 km. Alors 2 km, c'est l'éloignement maximum entre les deux participants les plus éloignés. Voilà. Alors c'est pas vraiment un cercle de 1 km de rayon, mais voilà, il faut savoir qu'il y a une distance de 2 km entre les deux participants les plus éloignés de l'opération. Et le producteur ou les producteurs n'ont pas besoin d'être au milieu de cette opération. C'est véritablement, quels que soient les participants, 2 km d'éloignement. La production et le raccordement, aujourd'hui, peut être sur le réseau basse tension et sur le réseau moyenne tension, dans la mesure où, sur le réseau moyenne tension, si c'est un producteur, il s'agit bien d'une production ENR. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle réglementaire, avec une limitation de la production maximum sur la somme de l'ensemble des producteurs d'une opération, qui ne doit pas dépasser 3 MW sur une opération. Et il y a une dérogation qui est possible à obtenir auprès du ministère et du ministre. C'est une dérogation à 20 km pour des projets, effectivement, dans ce qui est écrit sur les différentes notes, à caractère plutôt ruraux, où la production installée à un endroit et compte tenu de l'isolement nécessiterait que pour pouvoir développer une opération d'autoconsommation collective, il faille aller chercher des consommateurs au-delà des 2 km. Et donc dans ces cas-là, une dérogation peut être aussi demandée. Voilà.
aujourd'hui, il y a quelques opérations au niveau national qui commencent à avoir ce type de dérogation. Voilà. Donc là, la répartition de la production, donc tout à l'heure, je parlais du fait qu'Enedis calculait les énergies qui transitaient sur le réseau et qui étaient consommées ou produites par chacun des participants, et que derrière, Enedis en faisait la répartition selon les directives de la personne morale. Donc, chaque consommateur va consommer depuis le réseau un certain volume d'énergie. Le producteur va injecter sur le réseau un autre volume d'énergie. Et Enedis, avec la relève des courbes de charge de chacun des participants, va être en mesure de faire coïncider la production injectée sur le réseau avec la consommation de chacun des consommateurs. La personne morale va décider, en accord avec les différents consommateurs et le producteur, de la répartition de cette production entre ces consommateurs. Donc il y a plusieurs modes de répartition qui sont possibles. La personne morale choisit d'affecter un pourcentage fixe de la production à chacun des consommateurs. Ça, c'est une répartition qui est statique et qui n'est pas forcément très optimisante pour l'opération, parce que quand on a atteint sa limite sa part de production, et ben, si on consomme plus, et ben, on n'a pas d'autres productions à disposition. Et si on ne consomme pas toute la production qui est mise à disposition, et ben, cette production elle est perdue pour les autres. Donc, on a développé un système qui est plus dynamique et qui s'appelle une répartition dynamique par défaut, c'est-à-dire que la répartition se fait au prorata de la consommation de chacun des consommateurs. Et ça permet d'optimiser le partage de l'énergie et d'éviter l'injection d'un surplus trop important pour le producteur sur le réseau. Et la dernière solution, c'est une solution qui est à la main de la PMO et qui va décider, au pas de 30 minutes, de l'énergie qu'elle répartit entre les consommateurs. Voilà. Bon, voilà à peu près le principe de cette répartition de l'énergie. Et il s'agit bien de quelque chose qui se passe au sein de la personne morale, entre le producteur et les consommateurs, et c'est un choix de la personne morale, et Enedis applique le choix de la personne morale. Alors, un petit point, je l'ai fait un tout petit peu en introduction, mais du coup, ça va permettre de vous donner une petite visualisation nationale des choses. Alors, c'est des chiffres à fin octobre. Donc, à fin octobre, il y avait 130 opérations en service au niveau national. Donc, il faut savoir que cette année, on a doublé, quels que soient à peu près les territoires, le nombre d'autoconsommation collective en service. Voilà, en Bretagne, on était à 13 au mois d'octobre. On va très certainement finir l'année entre 15 et 20 opérations en service et beaucoup d'opérations qui sont dans les tuyaux. Donc, on visualise ici qu'au niveau national, il y a 120 projets qui sont déjà déclarés à Enedis. Et il faut savoir que dans les échanges qu'on a avec des porteurs de projets, donc avant la déclaration même de l'opération, on a beaucoup d'autres projets qui sont en gestation ou en tout cas en réflexion. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, aujourd'hui, même si on est quand même sur des chiffres qui sont encore modestes, la progression est assez rapide. Et enfin, dernier slide pour faire un petit point sur les étapes clés et comment se mène un projet d'autoconsommation collective et quand est-ce qu'intervient Enedis. Il y a deux phases véritablement très, très différenciantes sur le projet. Il y a la première phase où Madame Carfentan intervient pleinement sur savoir caractériser son projet, faire des études de faisabilité, commencer à réfléchir à son montage juridique, chercher ses participants. Toute cette phase-là où, pour l'instant, la personne morale n'est pas forcément identifiée, mais on a ce qu'on appelle un porteur de projet. Voilà. Et ce porteur de projet, il est ou bien déjà personne morale, dans certains cas, mais parfois, il a besoin de construire son projet, se rapprocher d'un producteur, se rapprocher de consommateurs, et c'est avec toutes ces personnes-là qui vont construire l'entité personne morale.
Ensuite, une fois que la décision est prise, il faut raccorder les consommateurs ou producteurs qui ont besoin d'être raccordés au réseau de distribution. Donc, plusieurs cas de figure, hein. On part de zéro et il faut raccorder un producteur. Donc, il y a un processus de raccordement du producteur qui se fait en parallèle du processus d'autoconsommation collective. Et dans ces cas-là, il y a le processus de raccordement qui intervient. Et ensuite, une fois que le producteur est raccordé, intervient Enedis pour signer avec la PMO la convention d'autoconsommation collective qui va en gros expliquer le mode de fonctionnement et le mode de vie d'une opération une fois son démarrage fait. Enedis intervient à la fois auprès du porteur de projet via des questions qui peuvent nous arriver via l'adresse mail générique que j'évoquais tout à l'heure. Et Enedis intervient aussi dès qu'elle a connaissance d'une opération et dès qu'elle a connaissance des participants pour paramétrer le réseau et le raccordement de chacun des consommateurs et producteurs. Parce qu'aujourd'hui, le compteur Linky et les compteurs communicants sont très majoritairement installés en France. On est à plus de 95% maintenant d'installation. Mais s'il y avait à changer des compteurs pour pouvoir intégrer un consommateur dans l'autoconsommation collective, il faut qu'on le prévoie le plus tôt possible, idéalement avant l'entrée en fonctionnement de l'opération. Et une fois que le démarrage de l'opération a lieu, eh bien, Enedis procède à l'enregistrement des courbes de charge et à la gestion de l'opération avec la PMO. Gestion de l'opération qui consiste à faire rentrer ou faire sortir des participants d'une opération d'autoconsommation collective. Personne n'est prisonnier de l'opération et de la PMO. Chacun peut rentrer ou sortir de l'opération. Tout ça doit être prévu dans les statuts ou dans le fonctionnement de la PMO. La gestion, donc avec la PMO, d'un certain nombre d'objets contractuels, la modification éventuelle de la clé de répartition. Voilà, ça c'est une décision qui peut être modifiée dans le cycle de vie de la convention. Et puis, tous les mois, les calculs des flux et la transmission de l'ensemble des données de l'opération à la PMO, aux producteurs, aux fournisseurs, aux responsables d'équilibre qui vont intervenir dans une opération, parce que chacun des participants garde son fournisseur, garde une facture de son fournisseur et a en parallèle une facturation au sein de la PMO avec le producteur qui va mettre à disposition son énergie pour chacun des participants. Donc voilà à peu près le fonctionnement assez général, très rapide, j'en conviens, d'une opération. Et puis je vais passer la main à notre collègue qui va appuyer le message sur la PMO. Bonjour à tous, merci Julien. Je vais me présenter, Pierre-Olivier Duros, je suis avocat au cabinet EY. J'interviens pour conseiller des collectivités, établissements publics de l'État, SEM et opérateurs privés dans le cadre de la structuration juridique des opérations d'autoconsommation collective. Gwenaël, que je remercie, m'a sollicité pour intervenir au cours de ce webinaire pour vous présenter donc le cadre juridique de la personne morale organisatrice. Personne morale organisatrice, donc, qui est une notion juridique propre au dispositif d'autoconsommation collective, qui est réglementé par le Code de l'énergie. Concrètement, on peut le définir, cette personne morale organisatrice, comme l'organe de gouvernance de l'opération d'autoconsommation collective. Je vous ai préparé un petit schéma de synthèse qui représente l'un des schémas contractuels que l'on peut envisager dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Et on voit que la PMO donc, joue un rôle central dans le cadre de ce dispositif en réunissant producteurs et consommateurs pour leur permettre d'organiser leur rapport contractuel pour la fourniture locale d'énergie. Cette PMO, elle signe également, ça a été évoqué tout à l'heure par Julien, une convention d'autoconsommation collective avec Enedis,
Et c'est à cette occasion, dans le cadre de l'exécution de cette convention, que Enedis va transmettre à la PMO les données de production et de consommation qui vont ensuite permettre aux producteurs de facturer l'énergie consommée par les consommateurs. Alors, on l'a dit également tout à l'heure, il y a des clés de répartition de l'énergie qui sont contractuellement prévues entre producteurs et consommateurs au sein de la PMO. Il peut arriver, c'est le cas la plupart du temps, que l'énergie produite par le producteur ne soit pas suffisante pour alimenter les besoins des consommateurs. C'est la raison pour laquelle le consommateur doit conclure un contrat de complément de fourniture d'énergie auprès d'un tiers, donc un fournisseur classique d'énergie, d'électricité, qui va pouvoir apporter l'électricité complémentaire nécessaire au consommateur lorsqu'il n'y a pas de production par les installations photovoltaïques, c'est-à-dire typiquement le soir, la nuit, pour apporter ce complément d'énergie. De la même manière, lorsque l'énergie produite par le producteur est supérieure aux besoins des consommateurs, cette énergie, ce surplus d'énergie qui sera produit par les installations va être injecté dans le réseau de distribution d'énergie. Et le producteur va pouvoir valoriser financièrement ce surplus de production en signant un contrat de vente du surplus non consommé auprès d'un tiers qui va racheter cette électricité. Donc il peut s'agir par exemple d'EDF-OA qui rachètera ce surplus de production dans le cadre de l'obligation d'achat qui est prévue par l'arrêté S21 lorsque les installations sont éligibles. Il peut également s'agir d'un agrégateur donc qui achètera ce surplus d'électricité en vue de le revendre à des tiers qui ne sont pas forcément participants à l'opération d'autoconsommation collective. Alors, la constitution d'une PMO, c'est une obligation légale qui est prévue par le Code de l'énergie. Cette obligation, elle s'impose à tous les types d'autoconsommation collective, qu'il s'agisse d'une autoconsommation collective à l'échelle d'un seul bâtiment ou d'autoconsommation collective étendue dans un périmètre de 2 ou de 20 km. La réglementation est assez souple en la matière. Le Code de l'énergie n'impose pas de recourir à une forme juridique particulière pour cette PMO. Il est notamment possible de constituer une PMO sous la forme d'une association loi 1901, d'une société commerciale, type société anonyme ou SAS, d'une coopérative ou d'une copropriété. Typiquement, ce qui va guider le choix de la forme juridique de la PMO, c'est le travail de structuration technique et financière de l'opération collective qui est réalisé en amont par Gwenaël et ses équipes. Et c'est en fonction de la nature des producteurs et des consommateurs que l'on va déterminer le type de PMO qui est le plus adapté. Par exemple, on voit beaucoup de PMO qui sont constituées sous la forme d'une association loi 1901. C'est une forme juridique qui est particulièrement adaptée dans le cadre de dispositifs d'autoconsommation collective impliquant des citoyens, donc par exemple à l'échelle d'un écoquartier, d'un lotissement, parce que l'association loi 1901 permet de faire entrer très facilement et de faire également sortir très facilement des consommateurs en fonction de leur arrivée et leur sortie des bâtiments. C'est le cas par exemple des locataires pour lesquels il peut y avoir un turnover assez fréquent. Donc généralement la personne morale qui est constituée pour l'opération est une personne morale distincte des producteurs et des consommateurs, puisqu'elle a justement pour objet de les réunir au sein d'un même cadre juridique. Mais il y a néanmoins des cas donc, qui sont prévus par la loi, dans lesquels une même personne morale peut être producteur ou consommateur et assurer le rôle de la PMO. C'est le cas notamment des bailleurs sociaux et des communautés locales d'énergie. Cette PMO, comme son nom l'indique, elle a pour objet d'organiser le dispositif d'autoconsommation collective, d'une part en réunissant
les producteurs et les consommateurs dans un cadre commun qui leur permet de décider des règles de fonctionnement de l'autoconsommation collective. À cet égard, les statuts de la PMO vont notamment déterminer les règles d'entrée et de sortie de nouveaux membres, de nouveaux consommateurs ou producteurs au sein du dispositif, quelles vont être les modalités de financement de l'activité de la PMO, puisque c'est une personne morale, donc sa gestion entraîne un certain nombre de coûts que les consommateurs et producteurs vont devoir assumer. Donc il s'agira de déterminer les règles de cotisation au fonctionnement de cette PMO. Dans les statuts de la PMO, il s'agira également de déterminer comment la PMO va représenter producteurs et consommateurs à l'égard des tiers. En fait, concrètement, il s'agit de déterminer un membre de la PMO, soit le producteur, soit un des consommateurs, qui sera chargé en tant que personne physique, en tant qu'individu, de porter la voix, de représenter la PMO vis-à-vis des tiers, et notamment de l'administration. C'est également au sein des statuts de la PMO que vont être déterminées les règles de répartition de l'énergie. Julien en a parlé tout à l'heure. On peut prévoir des règles de répartition statique ou dynamique de la production d'électricité. Donc toutes ces règles-là sont déterminées au sein de la PMO d'un commun accord entre producteurs et consommateurs. Le rôle de la PMO, je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'instant, c'est de représenter les membres du dispositif d'autoconsommation collective vis-à-vis des tiers. Et à cet égard, je voulais rappeler que la PMO a des obligations administratives telles que la transmission au ministre chargé de l'énergie des informations concernant le fonctionnement de l'opération d'autoconsommation collective. Très concrètement, lors du lancement de l'opération, la PMO doit transmettre au ministre le modèle du contrat de vente d'électricité qui a été signé entre producteurs et consommateurs, ainsi que la liste des participants à l'opération. Et annuellement, en fin d'année, la PMO doit également transmettre au ministère un certain nombre d'informations sur le fonctionnement de l'opération, notamment sur l'entrée et sortie des membres, les raisons pour lesquelles éventuellement des membres ont quitté le dispositif, ainsi que des informations techniques et financières sur la rentabilité de l'opération. La PMO, donc, qui aura défini en son sein les modalités de répartition de l'énergie produite, va communiquer ces informations à Enedis dans le cadre de la convention d'autoconsommation collective qui aura été signée avec le gestionnaire du réseau public d'électricité. Et de manière plus générale, la PMO a cette fonction de représenter les membres du dispositif et d'entreprendre tous les actes vis-à-vis des tiers qui lui permettent de gérer l'autoconsommation collective. Et enfin, donc, je reviens sur ce rôle prépondérant de la PMO vis-à-vis d'Enedis. Donc la PMO, dans le cadre de la convention d'autoconsommation collective, a l'obligation, a pour rôle, de communiquer à Enedis la liste des participants, la liste des producteurs et des consommateurs. Et la PMO a l'obligation de tenir à jour cette liste. C'est extrêmement important que la PMO communique à Enedis l'arrivée de nouveaux membres au sein du dispositif pour que Enedis puisse ensuite communiquer à la PMO les consommations qui sont attribuées à ce nouveau membre, à ce nouvel entrant. Donc, la PMO va également communiquer à Enedis la répartition de la production consommée entre chaque consommateur, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, ainsi que les informations concernant les fournitures de compléments de chaque consommateur et l'existence d'un contrat de raccordement propre au producteur pour l'injection de l'électricité. Ok, merci Pierre-Olivier pour cette présentation. Je vais laisser Gwenaël conclure cette série de présentations.
Très bien, merci Louis. Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé cet enchaînement. On sent bien le focus là. Plus ça va, plus on serre le sujet, comme on dit. On a peut-être un slide de synthèse à présenter. On s'est dit qu'il fallait peut-être faire ce petit exercice de recentrage en disant finalement qu'est-ce qu'on a appris à travers ce webinaire grâce à cet enchaînement de présentations. Donc, nous avons vu que pour enclencher une PMO, eh bien, il faut tester, en fait. Il faut donc rapatrier, si je puis dire, vos profils énergétiques et les vérifier par rapport au capital solaire. Donc, ça, c'est la première étape pour vérifier la faisabilité et la rentabilité. La deuxième étape, c'est vraiment d'enclencher la relation, finalement, dans cet esprit de mutualisation d'énergie produite avec d'autres bâtiments aux alentours et les identifier. Vérifier également leurs propres capacités en tant que consommateurs ou coproducteurs. Et donc, la PMO, vous avez compris. Alors, il n'y a pas d'alternative. Je me suis renseignée ce matin. Il n'y a pas de synonyme. Donc, il faudra s'habituer à utiliser ce terme, PMO. Il ne s'agit pas d'un distributeur, on est bien d'accord. Il s'agit surtout d'un outil de gouvernance, en fait. Un outil qui vous permettra, finalement, de, voilà, un peu comme on pouvait l'imaginer, de choisir et de faire évoluer surtout, choisir au départ, mais surtout de vivre avec le temps. Et j'ai bien apprécié le côté évolutif qu'a souligné Pierre-Olivier tout à l'heure sur notamment, enfin, ce qui peut paraître complexe en mettant évidemment des personnes privées. Et la loi, du moins l'association 1901 règle ce problème et accroît peut-être cette souplesse. En tout cas, la PMO est vraiment votre outil de gouvernance de demain. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour pouvoir enclencher des boucles locales d'énergie qui vous permettront, un peu comme je disais en introduction, enfin, je le mettais sous une forme d'interrogation, si, mais là, cette fois-ci, vous voyez que c'est possible. Donc, cette boucle d'énergie locale, elle est à votre portée, que ce soit sur du patrimoine bâti ou non bâti. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous puissiez non seulement vous autosuffire, mais voire même générer cette marge de manœuvre. Après, c'est à vous de choisir vers qui vous voulez la destiner. Est-ce que c'est de la borne RVE? Est-ce que c'est pour partager avec un autre établissement? Voilà, est-ce que c'est pour revendre? En tout cas, de toute manière, votre boucle locale d'énergie, elle décarbonera. Et l'avantage avec Énergie, c'est qu'avant de décider, vous saurez de combien vous serez capable de décarboner, ce qui vous permettra de tracer votre trajectoire d'avenir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, on peut peut-être passer aux questions. Aux questions, oui. Oui, nous avons une série de questions. Alors, est-ce que, peut-être que pour Pierre-Olivier, cette question, ou pour le reste des intervenants, est-ce que la PMO peut être une collectivité? Alors oui, hein, ça a été indiqué tout à l'heure par Julien, notamment dans le cadre d'un schéma d'autoconsommation collective patrimoniale, dans lequel la collectivité va assurer le rôle de PMO pour gérer la production et la consommation d'électricité de plusieurs de ces bâtiments. Ok. On a des questions de Nicolas qui demande comment le consommateur reçoit-il son gain d'électricité. Peut-être Enedis. Oui, c'est peut-être plutôt une question vers Enedis. Vers Enedis, je pense, oui. Oui, alors typiquement là, son gain, alors le consommateur, lui, il va payer son énergie ou bien à son fournisseur qu'on a appelé dans les présentations fournisseur de complément, mais en gros c'est le fournisseur qu'il a aujourd'hui qui lui vend l'énergie au quotidien, et il va avoir défalqué de la facture de son fournisseur la partie qu'il va autoconsommer de l'opération. Cette partie autoconsommée, elle fait aussi l'objet d'une facturation, et c'est une facturation qui viendra du producteur de l'opération. Voilà. Son gain, ça sera le différentiel entre l'énergie qu'il payerait du réseau. Ok.
Une autre question, je pense toujours pour Enedis. Est-ce que la PMO doit avoir un fournisseur d'électricité dédié pour faire le responsable d'équilibre entre chaque membre de la PMO? Sinon, qui est responsable d'équilibre? Alors, dans une opération d'autoconsommation collective, il y a un ou des responsables d'équilibre, c'est les responsables d'équilibre des producteurs. La PMO. Prendre le relais dans ce cas, parce que j'ai Oui. déjà travaillé sur le sujet, et effectivement, la PMO ne désigne pas elle-même un responsable d'équilibre. En revanche, le producteur doit désigner un responsable d'équilibre dans le cadre de son contrat CARD injection, et les consommateurs également doivent désigner un responsable d'équilibre au titre de leur soutirage. Mais généralement, ce responsable d'équilibre est le fournisseur de compléments. Ok. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut passer d'un projet d'autoconsommation seul à un projet d'autoconsommation collective? Oui, complètement. C'est tout à fait envisageable. De la même manière, il est aussi possible de faire basculer un projet en vente de surplus total, c'est-à-dire un projet qui vend la totalité de son énergie au réseau. Il est possible de le basculer en autoconsommation collective, même dans le cadre des projets qui sont soumis à l'obligation d'achat de l'arrêté S21. Okay. Et il est possible également de stopper un projet d'autoconsommation collective et de retrouver le rachat d'énergie, le rachat d'électricité dans le cadre de l'arrêté S21. Okay. Bon, on a une question d'Olivier Dumont qui demande: est-il possible pour une collectivité territoriale de revendre l'électricité à EDF ou un consommateur local ou batterie virtuelle? Alors oui, les collectivités participent à des dispositifs d'autoconsommation collective en qualité de producteur. La difficulté provient plutôt de la situation où une collectivité souhaite participer en qualité de consommateur à un dispositif d'autoconsommation collective. On avait jusqu'ici un flou juridique qui est en train d'être résolu, puisque dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, le Sénat et l'Assemblée nationale plus récemment ont adopté dans le cadre du projet de loi de nouvelles dispositions qui vont modifier le code de l'énergie en permettant aux collectivités donc de se fournir en électricité dans le cadre de l'autoconsommation collective, tout en respectant néanmoins les règles de la commande publique. On va prendre deux dernières questions, notamment les questions de Dikoumé. Combien coûte une PMO? La mise en place, je pense, d'une PMO. D'un point de vue strictement formalité, si on ne prend pas en compte les frais de conseil, mais d'un point de vue strictement obligation administrative, ça dépend de la forme juridique de la PMO que vous allez retenir. Une association, ça coûte une centaine d'euros. Et pour une société de type SAS, quelques centaines d'euros. Par rapport à votre expérience, je pense que Dikoumé pose la question aussi, par rapport à votre expérience, Pierre-Olivier, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui font cette démarche pour des particuliers ou des entreprises? Est-ce qu'il y a des entreprises qui existent dans ce métier? Pour gérer les PME? Oui. Pour gérer les PME, oui. Oui, alors il y a des acteurs sur le marché effectivement qui interviennent pour gérer les PMO et donc réaliser toutes les facturations, les obligations administratives qui incombent à la PMO, etc. Oui, il y a des acteurs de marché pour ça. Ok. Je me permets, je vois une dernière question qui vient d'arriver. On la prend quand même? Oui. Allez, on la prend. On n'est pas en retard. Comment étudier sur un projet neuf de construction la faisabilité? Je pense que cette question est directement adressée à Gwenaël. Sur un bâtiment neuf, un projet neuf de construction, comment est fait une étude de faisabilité?
Alors oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça peut arriver que… Et sachant qu'on n'a pas le profil de consommation, encore. Bien sûr, voilà. Alors, tout dépend évidemment de quel type de programme on a. Enfin là, le cas est évoqué comme étant une création de ZAC, effectivement. Au stade de la préparation d'un programme, il y a toujours des intentions de développement de surface et de mètres carrés. Donc, lorsqu'on est dans des cas de ce genre, par exemple, nous allons travailler sur la ZAC de Saint-Sulpice, hein, qui est une ZAC, on va dire, frugale et qui a envie justement d'aller dans ce système, dans ce regard un peu anticipateur du capacitaire. Eh bien, nous allons travailler quand même avec des ratios à ce stade-là, lorsqu'on est très, très en amont. Et puis, au fil de l'eau, hein, c'est ça aussi l'intérêt de l'application parce qu'elle est sous forme d'abonnement. Donc, on peut en fait réactiver et mettre à jour les données au fur et à mesure qu'elles se précisent. Donc, lorsque le programme est figé et qu'on a exactement la vocation des bâtiments, les surfaces dédiées, eh bien, on peut donc du coup réaffiner de mieux en mieux ce potentiel de production possible, puisque l'enjeu là, à l'échelle d'une ZAC, c'est de voir effectivement de quel potentiel de production on aurait besoin pour faire cette PMO. Donc la réponse est oui, et on a un dossier comme ça justement où on allie en fait l'existant, puisque c'est ça aussi l'intérêt de travailler très en amont, c'est qu'on va peut-être aussi identifier des profils de producteurs sur des bâtiments existants. Et là, si je puis dire, on va mettre tout le monde d'accord. Je pense qu'il n'y aura plus de problème de voisinage parce que le bâtiment producteur peut très bien se trouver dans le quartier existant, mais aussi dans le quartier futur. Donc, il y aura forcément, si je puis dire, des compensations de part et d'autre et des consommateurs de part et d'autre. Donc, du coup, l'enjeu est de mettre tout le monde d'accord pour un même profit, c'est d'économiser de l'énergie. Donc, ça, c'est hyper vertueux. S'il y a encore une question avant de conclure. Moi, j'en avais une. Ah, oui. Du coup, c'est peut-être moi qui vais la poser. Okay. Comment on répercute la facturation? Alors, Pierre-Olivier nous a dit qu'il y avait des gens dont c'était le métier. Hein. Peut-être que, effectivement, suivant les départements, alors je pense qu'il y a des gens qui sont connectés un peu de la France entière, donc on ne va pas personnaliser géographiquement, mais effectivement, il y a des gens dont ça va devenir le métier. Hein. Donc, clairement, et c'est eux qui vont orchestrer, en fait, cette répercussion de facturation. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie des étapes à découvrir. Alors, c'est vrai que quand on est dans une initiation pour la première fois, évidemment, tout est neuf. Mais tout ça est en train de se structurer, se professionnaliser. Et aujourd'hui, on peut dire que les choses sont quand même extrêmement stabilisées, même si ça n'est pas encore très répandu. Mais Julien nous a dit qu'on avait multiplié par combien les projets là c'est relativement important. Par 2 en 1 an, et après, ça va continuer, à mon avis, à ce niveau-là, compte tenu de la situation actuelle de l'énergie, oui. Tout à fait. Ce qui veut dire que par rapport à la réglementation récente, celle qui a été votée le week-end dernier, effectivement, les parkings peuvent devenir des producteurs. Je pense que ça, du coup, vous le comprenez peut-être mieux aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, pratiquement dans toutes les communes, il peut y avoir un producteur. Pratiquement. Donc, une PMO potentielle par unité de commune, de ville, hein, ça devient possible. À cette vitesse-là, évidemment, peut-être qu'on va se trouver un peu débordé, mais il y aura toujours un effet retard. Tout le monde ne va pas démarrer en même temps. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'arme d'énergie pour faire face à la demande. N'est-ce pas, Julien? Vous êtes en train de le faire là. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super. Merci. Merci aussi pour toutes vos questions. Je ne sais pas, une petite conclusion. Est-ce que Enedis, vous voulez peut-être en faire une? Non, mais merci déjà pour l'invitation. Et puis, on se tient bien sûr à disposition pour toutes les questions qu'il pourrait y avoir de compréhension du système, hein, puisque vous l'avez compris, nous, on ne sera jamais, on ne pourra pas être PMO, hein, on ne sera ce n'est pas notre rôle, mais on sera dans chaque opération d'autoconsommation collective pour finalement fiabiliser la gestion des flux. Ok, merci Claire pour ces précisions.
Alors, Pierre-Olivier, peut-être? Oui, merci également Gwenaëlle et Louis pour l'invitation. Merci à tous pour votre écoute et vos questions. Et naturellement, on se tient à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, on relaiera que si vous voulez joindre l'un d'entre nous, n'hésitez pas. L'équipe Urban Think se tient à votre disposition pour relayer votre question et on vous transmettra la réponse ou on vous mettra en relation. Voilà, en tout cas, merci à tous. Je vous souhaite également de bonnes fêtes et donc à l'année prochaine pour un prochain webinaire pour 2023. À bientôt. Bientôt. Merci. Merci, au revoir.